bonjour à toutes et tous. Enchantée, je suis Léa Balage-Elmaraki, je suis députée écologiste de Paris et je suis ravie d'animer cette deuxième table ronde. Et merci Christine de me permettre aussi de participer à l'exercice de transparence, de mobilisation, de partage d'expériences aussi que tu organises aujourd'hui. Et merci à toute ton équipe qui a permis aussi d'organiser cela. Je vais pas être très long, juste pour vous dire pourquoi est-ce que je m'intéresse aussi au sujet que vous traitez. Quand j'ai été élue en la faveur de la dissolution, comme quoi il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles pour tout le monde, je suis arrivée dans une période un peu bizarre. On est tous arrivés dans une période un peu bizarre qui était celle d'un gouvernement démissionnaire. C'est-à-dire un gouvernement qui n'était plus responsable devant le Parlement nouvellement élu et qui pouvait continuer d'expédier ce qu'on appelait les affaires courantes. Et là, je me suis dit, il y a un trou dans la raquette démocratique de l'état de droit, puisque nous, parlementaires, nous n'avons plus les moyens de contrôler l'action du gouvernement. Et ce gouvernement prend des décisions qui sont en réalité très importantes. Et au fur et à mesure que le temps s'allonge dans la période d'un gouvernement démissionnaire, eh bien, il y avait de plus en plus d'actes qui touchaient à des choses qui étaient éminemment politiques, des nominations, des actes pris, des autorisations sur un certain nombre de dispositifs. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de remettre un peu la mairie au milieu du village, en tout cas de pouvoir enquêter aussi sur cette période. Donc j'ai initié une mission d'information et qui a abouti sur plusieurs propositions, dont une qui a été adoptée à l'unanimité. On attend que les sénateurs puissent s'en saisir. C'est l'intérêt à agir des parlementaires dans cette période-là. Et je crois que ça rejoindra aussi cette question de comment est-ce que le droit est un outil utile pour nos mobilisations et comment est-ce que ça peut nous permettre justement d'être ce poil à gratter, ce moment aussi où on vient gripper un mécanisme qui tournait, sans transparence et sans contre-pouvoir. Et c'est tout l'objet aussi de cette table ronde. Moi, je suis vraiment émue d'être aux côtés de celles et ceux qui font que la démocratie est une promesse vivante. Parce que vous permettez la transparence, parce que vous permettez aux autorités de nous rendre des comptes. Et c'est souvent ces héros du quotidien, avec les deux orthographes d'ailleurs, ces héros de la démocratie, avec ces deux orthographes qui, localement, mais aussi soutenus par des associations, vont permettre de pouvoir avoir cette transparence qui est au cœur de la démocratie, mais surtout cette capacité qu'ont les citoyennes et les citoyens à interpeller celles et ceux qui les dirigent en leur nom, et c'est bien de cela dont on parle à chaque fois. Alors, je vais commencer peut-être par celui qui a commencé aussi à être le poil à gratter de tout ce mécanisme des élus locaux au grand scandale national des sondages à l'Élysée. Raymond Avrier, en réalité, vous avez été un citoyen engagé, un élu, je vais dire opiniâtre, mais dans mon langage, c'est une qualité. Et vous avez essayé aussi, bien tout au long de votre carrière de lanceur d'alerte, de poil à gratter encore une fois, d'avoir des méthodes différentes, mais toujours, j'allais dire, la même chose, la quête de transparence et le fait de rendre des comptes pour dévoiler des scandales. Et vous avez utilisé plusieurs mécanismes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous raconter un peu comment est-ce que, au long cours, vous avez obtenu des victoires et permis peut-être des changements? Merci à Christine Arrigui et à l'ensemble des organisatrices de cet échange. Et puis, merci à ceux qui sont et celles qui sont présentes. Le temps d'intervention étant condensé, euh, je vais commencer par la conclusion, mais dire avant que ce qui est important n'est pas l'autoproclamation de lanceur d'alerte, que je dénie, mais l'alerte, le fait d'alerter. Euh, et donc, je commence par la conclusion des deux exemples que je vais vous donner, en disant que autant il est important de garantir les secrets de la vie privée protégés par la loi, légalement, euh, autant le secret industriel et commercial, SIC, SIC, devenu le secret des affaires. Et ça, c'est pas très beau comme sigle.
sont désormais utilisés, à notre avis, un certain nombre de personnes irrégulièrement, euh, par celles et ceux qui considèrent les affaires publiques comme des affaires privées, comme leurs affaires. Donc, ce n'est pas le secret des affaires qui nous intéresse, en tous les cas sur lequel je vais donner deux exemples, c'est le lien entre le secret des affaires et les affaires publiques qui, encore pour quelques mois, sont gérées par des organismes publics, par des assemblées, par des textes, bref, par la République et la démocratie. Alors, cette conception des affaires publiques appropriées par certains comme des affaires privées utilise le secret et parmi les nombreuses actions que nous avons pu mener avec en particulier une association dont je suis membre qui s'appelle Démocratie, Écologie et Solidarité à Grenoble, mais aussi en étant membre d'Anticorps par ailleurs. Euh, Parmi ces nombreuses actions qui vont de la révélation de la corruption dans la privatisation du service de l'eau à Grenoble ou l'accès au marché des sondages de l'Élysée permettant à Anticorps d'engager des actions en droit. Parmi ces nombreuses actions, nous nous sommes heurtés au secret des affaires. Comment? Dans des affaires publiques. Je prendrai l'exemple des de documents administratifs et d'informations relatives à l'environnement, tels les concessions autoroutières. Le 9 avril 2015, un Premier ministre et deux ministres, un ministre de l'économie, à la fin, je lèverai l'occultation, et une ministre je ne sais plus comment elle s'appelait, peut-être du développement durable à l'époque ou de l'environnement, annoncent en conférence de presse qu'ils ont trouvé un arrangement avec les sociétés autoroutières. La dépêche paraît, est reprise par tous les journaux, le communiqué paraît, est repris en dépêche et par tous les journaux, et ce protocole d'accord transactionnel, car tel était le terme, avec des concessions autoroutières, regardez les termes, c'est intéressant, transactionnel, on transige, concession autoroutière, on concède. Ce protocole, personne ne le demande. Bien qu'ayant pris contact, et il va y avoir des petites piques à certains moments, avec des collègues parlementaires, pas avec Christine, elle n'était pas élue à l'époque, et Sénarigui, avec des journalistes, pour qu'ils saisissent cette démarche prévue par le Code des relations entre le public et l'administration, qui est un très beau code, le public et l'administration étant à rang égal dans le Code des relations entre le public et l'administration, et qui permet à tout administré, pas seulement citoyen, tout administré, d'accéder aux informations sur les affaires publiques. Eh bien là, une demande du 28 avril 2015 va aboutir, après avis CADA, à un jugement du 13 juillet 2016 qui enjoint au ministre de l'économie de l'époque de il lui reste quelques semaines, il va passer à une grande campagne électorale ensuite, de communiquer ce protocole d'accord transactionnel passé avec les sociétés autoroutières. On est en train de parler de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros en jeu sur ces contrats dans leur durée sans cesse prolongée. Le ministre va faire un pourvoi devant le Conseil d'État pour empêcher l'application de ce jugement.
je vous passe et je résume, nous allons obtenir ce protocole d'accord transactionnel qui est désormais public et sur le site du ministère de la Transition écologique, 4 ans après l'action qui a été menée. Donc, on voit bien que la conception que certains avaient, c'était que passer en tant que ministre un protocole d'accord transactionnel qui prévoit la prolongation des contrats de concession autoroutière, l'augmentation des tarifs et dont les données d'argent public sont inclus dans ce contrat, se heurte à des secrets, parce qu'il n'y avait pas que le secret des affaires, et donc sont des affaires privées, sont leurs affaires. On va ensuite demander évidemment les documents préparatoires à ce protocole d'accord et aux avenants au contrat de concession du 21 août 2015. Là encore, il va falloir un certain nombre d'années, 5, pour obtenir un jugement qui enjoint au ministre de l'économie de communiquer ces documents préparatoires. Mais ce qui va se passer, c'est que ce dossier est toujours en cours. Donc, quand je dis 5 années, le jugement, c'est le jugement sur la demande. Mais l'exécution de l'injonction du juge administratif au ministre pour communiquer ces documents préparatoires, elle se heurte à des ministres qui refusent d'appliquer la loi, le jugement. Et donc, ce n'est qu'il y a quelques jours, le 5 novembre, que nous avons obtenu de premiers documents intéressants, mais qui sont encore occultés du secret des affaires. Ce sont des documents sur la rentabilité faits par des services ministériels, et ce sont des documents qui sont la décision qui a été prise est occulte. La preuve, il y a des occultations. Donc, on est dans un domaine où le secret des affaires, évidemment, c'est sur chaque fois, c'est les chiffres les plus importants, où le secret des affaires sert à opacifier la décision publique portant sur énormément de choses. Pire, dans le cours de cette affaire, devant le tribunal administratif, un ministre de l'économie, ça n'était pas le même que celui de 2015, le suivant, en tous les cas en 2022, affirme qu'après recherche dans les services, il n'y a aucun document préparatoire. Après recherche, je vous lis la phrase telle qu'elle est, hein. Après recherche, les services du ministère de l'économie, des finances et de la relance parce qu'il a fallu que moi aussi je relance pour nous l'ensemble des demandes, ne sont en possession d'aucun document listé par le requérant. Ils ne sont donc pas en mesure de les produire. Ça, c'est en droit devant le tribunal administratif par un ministre, signé par délégation du ministre, pour le ministre et par délégation. Il sera même appuyé par la secrétaire générale du gouvernement qui dira la même chose. On obtient quand même, après exécution du jugement, des documents. Il y avait donc des documents. Le dossier fait l'objet d'une enquête préliminaire pour faux qui est passée inaperçue, sauf auprès de certains journalistes un peu sagaces. Non, c'est pas sagace. Sagace. En tous les cas, voilà la situation. Deuxième exemple, qui sera beaucoup plus bref, comme demandé, et qui est en lien avec notre collègue sénateur de tout à l'heure. Nous avons demandé, après la conférence de presse publique d'un ministre de l'économie disant
Nous allons passer un contrat d'aide de l'État avec les sociétés Global Foundry et ST Microelectronics de 2,9 milliards, 5 juin 2023. Nous avons demandé, pour les mêmes raisons, ce document. Le dossier est en instruction devant le tribunal administratif de Paris et 2 ans après, le ministre répond qu'il ne peut pas communiquer ce document parce qu'il est couvert par le secret des affaires. Je résume pour aller vite. Les mentions occultées forment un tout indivisible qui fait que ce n'est pas la peine de communiquer le document, ou du moins on ne peut pas communiquer le document. Voilà la situation dans laquelle nous sommes sur ce dossier, en particulier 2,9 milliards. Les sénateurs, dans leur commission d'enquête, ont essayé d'avoir ce document, mais ils n'ont pas poussé jusqu'au bout leurs possibilités, puisqu'ils pouvaient eux aussi saisir la CADA et saisir le tribunal administratif. On aurait dit, nonobstant leurs droits qu'ils tiennent de députés, ils peuvent, etc., etc. Je lève, pour terminer, les mentions occultes que j'ai indiquées en disant que les ministres cités étaient pour les autoroutes successivement Emmanuel M et Bruno LM, et pour la suspicion de faux en écriture concernant le contrat d'aide, les documents préparatoires, c'était Bruno LM. Merci pour cet effort de transparence. Alors, vous avez un prénom en commun et on peut applaudir Raymond Avril, merci beaucoup. Alors, vous avez un prénom en commun et une volonté aussi de pouvoir avoir une transparence et des documents. Raymond Girardi, vous êtes maire d'Argenton en Lot-et-Garonne. Vous êtes opposant à la LGV Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, ça dépend d'où on vient et comment on s'y oppose, mais en tout cas à ce projet qui coûte plus de 17 milliards d'euros et qui, en réalité, pour 4 milliards, on pourrait investir dans les trains du quotidien et ce serait ça qui desservirait beaucoup mieux l'ensemble des habitants des territoires et notamment du vôtre. Et pour des questions environnementales aussi, vous êtes opposé à ce projet. Et alors, vous avez eu des documents, c'est pas qu'ils sont biffés, c'est qu'ils sont en quantité. Quand vous avez demandé, quand vous avez eu les documents pour donner votre avis en tant qu'élu local sur ce projet, on vous a assommé de 25 000 pages de rapports, etc. Vous êtes maire d'un, c'est pas, vous n'êtes pas maire de Paris, même si on pourrait vous le souhaiter, mais donc avec des services qui sont moins importants que ceux d'une grande ville. Et là, on vous demande de vous prononcer dans des délais qui sont très courts. Donc, c'est aussi une forme d'organisation de l'absence de transparence. Est-ce que vous pouvez nous parler de justement ce combat contre la LGV et comment est-ce que vous y répondez? Vous avez même parlé de voyous en parlant de celles et ceux qui vous ont envoyé ce bottin. Écoutez, merci. Merci de m'avoir invité à l'occasion de ce colloque qui me semble effectivement le secret des affaires. D'ailleurs, le terme, je trouve que c'est gentil, secret des affaires, avec ce qui se passe derrière, qui n'est pas joli, joli. Mais donc, ça a le mérite d'exister, c'est important. Puis merci aussi, parce qu'en fait, je suis également militant paysan, voilà, donc syndicaliste défense des petits et moyens paysans qui sont en voie de disparition. Et merci d'avoir voté tout à l'heure sur le Mercosur, n'est-ce pas, et tous ces traités qui, effectivement, vont pas dans le sens de la souveraineté alimentaire de la France, ce qui est en train de se passer d'ailleurs est le contraire, hein, puisque depuis 30 ou 40 ans, on devient de plus en plus dépendant. Bon, c'est hors sujet, mais merci de l'avoir fait dans tous les cas. Oui, alors moi c'est mon intervention sera sur le côté très concret, si on peut dire, de ce que l'on vit depuis une quinzaine d'années maintenant et que l'on continue de vivre dans l'hypothétique réalisation de ce tronçon transversal donc de Bordeaux-Toulouse en LGV. Je dis hypothétique parce qu'on n'a pas désarmé pour faire qu'il ne se fasse pas. Voilà. Alors, avant d'en venir aux aspects, moi, le début de mon combat par rapport à ce tracé, c'était pas d'être contre la LGV,
c'est d'être pour l'aménagement de la ligne existante qui remplit toutes les conditions utiles au territoire et à nos citoyens. Et de par ce fait, la ligne GV n'a pas raison d'être. Voilà, moi, mon combat, il est... Parce que pour réussir ce genre de bataille, si on peut dire, pour ne pas se faire cataloguer de contre-tout, voilà, de contre-projet, il faut aussi, dès le départ, porter une alternative. Et on a fait une étude spécifique pour ça, que c'est un cabinet spécialisé en ferroviaire qui l'a réalisé, qui a fait la démonstration qu'effectivement l'aménagement de la ligne existante suffit amplement, et y compris à désenclaver Toulouse, n'est-ce pas? Même si le POLT aurait été le bon tracé, à mon avis, parce que pour aller à Paris, passer à Bordeaux, c'est pas très malin, me semble-t-il. Voilà. Donc, ce que l'on a vécu depuis le début. Alors, là, je reprends ma casquette d'élu local. C'est une anomalie en matière de transparence, en matière de concertation et en matière de démocratie. C'est vraiment une anomalie. Dès le début de ce projet, ben moi, en tant qu'élu local, il faut savoir que ma communauté des communes est traversée de part en part par ce projet. Ben, j'ai appris par la presse qu'effectivement, il y a un projet qui nous tombait de Paris, en accord évidemment avec les deux régions. Alors c'est grave d'une part, parce que me semble-t-il que quand on est élu local, on devrait être les premiers à être un petit peu au courant et participer à des réunions pour voir le bien fondé ou pas de ce que l'on nous propose. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'après, les élus de mon territoire, quand ils venaient me voir à moi et aux collègues maires pour me dire, mais explique-moi, c'est quoi cette ligne? Ben, navré, je ne suis pas au courant. Mais on apparaît pour les citoyens complices du secret des affaires. Vous voyez? Ouais. Et après, il faut s'expliquer en disant, non, mais j'ai appris comme vous. Et vous vous rendez compte, un projet de cette nature, les élus locaux, on apprend par la presse qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc je voudrais profiter aujourd'hui pour le dénoncer parce que c'est grave. Et puis, d'une certaine façon, c'est vraiment passer outre le fait que les élus locaux, les élus de proximité, ben, doivent participer à donner un avis d'une part, mais on va parler après, mais également un projet. Est-il utile ou pas utile? Voilà, s'il n'est pas utile, on ne fait pas. Et s'il est utile, on sait que ça peut avoir des contraintes, etc., etc. Et on participe à l'élaboration et à l'aménagement du projet s'il est utile. Donc, première chose. La deuxième, ça a été la présentation, parce que les réunions, je vous passe les détails, j'ai dû en faire depuis une douzaine d'années, 50, voilà, où on vient, soi-disant dans le cadre d'une concertation, et que l'on donne notre avis, on vient nous présenter un projet. Oui. Et à la fin de la réunion, on dit, mais on peut donner notre avis? Non, mais c'est pour présenter. Après l'avis, ce sera... Enfin, je veux dire, à un moment donné, on nous met dans l'entonnoir, quoi. Alors, excusez, j'ai l'habitude du franc-parler, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, on n'est pas les porte-valises du pouvoir quand on est élu local, ou l'idiot de service. Parce que c'est ça que l'on fait. Donc voilà, vous comprendrez notre mécontentement par rapport à cela. Après, on nous a présenté, avant d'en venir à cette fameuse autorisation environnementale qui est venue chapeauter le tout, là, et qui m'a fait piquer une colère peu ordinaire, on vient nous présenter les différents fuseaux et nous dire, voilà, dans le cadre de la concertation, ben, on nous présente 1, 2, 3, 4, 5 fuseaux. Et puis, il y en a, nous, on a bien conscience au cours de ces réunions que le choix est fait déjà. Mais on vient essayer de nous faire participer à un choix auquel on n'a pas notre mot à dire. C'est une anomalie dessus, de plus. Après, on nous propose de faire des aménagements. Donc, on nous présente le projet, mais sur tous les aménagements particuliers, nous, par exemple, on a une voie douce qui traverse le département, ben on nous fait comprendre que techniquement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, quand ça rentre dans les cadres des propositions qu'ils font, pas de souci. Et quand on amène effectivement un élément de plus, on ne peut pas techniquement. Je veux dire, par là, il y a une manipulation qui est assez grave. On a vécu un truc, alors on parle de milieu et de l'environnement, sur une des communes qui est traversée, de Macomcom, le maire, qui est maire depuis pas mal de temps et qui connaît sur les bouts de doigts sa commune, bien, entre une réunion et une autre, pour ceux qui connaissent les questions d'environnement, il y a une ZNIEF, une zone
Alors, identifié, évidemment, pour sa richesse du milieu naturel, la biodiversité, etc. Et bien, entre deux réunions, la SNIEF s'était déplacée. Alors, pour ceux qui savent, la procédure pour modifier Natura 2000 ou SNIEF, c'est pas piquer des verres. Voilà, il faut avoir des arguments, il faut. Ben là, elle avait déplacé. Elle était déplacée de 500 mètres pour permettre au fuseau de passer. C'est ça qui est pratique. Quand on parle de secret des affaires, il y a aussi ça. Alors, les études environnementales, je vais vous passer les détails, nous, au courant de rien. Les études de 4 saisons, etc. Voilà. Nous, les élus, on voit débarquer sur notre territoire et sur des propriétés privées d'ailleurs des gens qui viennent faire des prélèvements et tout, on ne sait même pas. On leur dit, vous faites quoi là? Ben, on est mandaté par le préfet, etc. Fait bon, ok, d'accord. C'est comme si on venait dans votre jardin, on s'installe et puis on fait un forage, on fait bon, voilà. Donc, pas au courant, donc vous voyez un peu. Alors, la fameuse autorisation environnementale, ce qui a fait un petit peu péter les plombs à pas mal de collègues, et moi le premier. Mais le 15 juillet, au siège de ma communauté des communes, donc j'ai un technicien chargé des grands projets, et il me dit, Président, eh bien, on vient de recevoir le texte de cette fameuse autorisation environnementale, sur lequel on aura un avis à donner. Bon, écoute, eh bien, très bien, tu me le sors. Et puis au bout d'une heure, je lui dis, mais c'est où? Ah ben, il me dit, on n'en est qu'à 25%. Ah, 25%. On a la fibre optique quand même, hein. Vous voyez, hein, ça débite, hein. On en est à 7 000 à 8 000 pages. Bon, bon, un peu échaudé. Et puis ça continue, et 3 heures après, 25 000 pages. 25 000 pages. Et dans ce dossier, en A4, il y a des pages en A3. C'est-à-dire, en fait, c'est 27 000, 28 000 ou 29 000. Et en petits caractères. Des fois, il faut prendre la loupe pour lire. Enfin, alors, pas besoin de nous faire un dessin. Euh, à un moment donné, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous propose un document sur lequel on est incapable. Je vais juste vous signaler que nous, il y a des petites communes rurales dans le massif avec 150 habitants, où c'est qu'il y a une secrétaire de mairie 2 matinées par semaine. Moi-même, à la communauté des communes, il faudrait que j'embauche 2 ou 3 personnes pour pouvoir le lire et pouvoir en tirer une synthèse quelconque. On reçoit ça au 15 juillet, avec la nécessité, début septembre, de donner son avis au niveau de ma Comcom, et en pleine période de vacances d'été. Non, mais je veux dire, c'est ignoble. Enfin, à un moment donné, c'est une insulte, c'est plus que de la provocation. C'est-à-dire, d'ailleurs, avec un document de cette ampleur, il nous l'aurait envoyé à un autre moment, on aurait été incapable d'en tirer. Voilà, voilà. Donc, je veux dire par là que derrière cette question de secret des affaires, il y a des manipulations et des choses organisées qui ne permettent pas, et c'est évidemment volontaire, il n'y a pas besoin, on ne dévoile rien en disant ça, de nous rendre dans l'incapacité complète de pouvoir effectivement donner un avis et de pouvoir faire des propositions alternatives. Donc, on est toujours en cours. Là, évidemment, moi, je ne me suis pas embarrassé de tout ça. J'ai fait une délibération au niveau de mon conseil communautaire, comme on était opposé, effectivement, et qu'on donnait un avis défavorable sans même l'avoir lu, parce que je sais pertinemment ce qu'il y avait dedans. Donc, voilà, ça a été la cerise sur le gâteau. Au niveau du financement, quand même, un petit mot, puisque j'ai cru comprendre que le gouvernement actuel cherchait pas mal de milliards pour arriver. Moi, j'ai une bonne proposition à faire, hein, voilà, puisque c'est un projet qui est estimé aujourd'hui à 15 milliards. On sait très bien qu'entre l'estimation de départ, si ça se faisait, ça va être 20 ou 25. L'aménagement de la ligne existante, c'est au maximum, et c'est le bureau d'études ferroviaires qui nous a dit c'est 4-5 milliards. Ben, je lui ai trouvé 15 milliards de suite pour arriver à essayer d'équilibrer son budget, effectivement. Donc voilà, en gros, alors la proposition, Madame la députée, ben, c'est que s'il y avait une loi, n'est-ce pas, qui permettait de faire obligation à ces projets énormes, parce que ce n'est pas un cas particulier le nôtre, je vois bien, là, 69, partout, il se passe la même chose. Si c'était un cas particulier, ce ne serait pas très grave, mais c'est général. Mais c'est d'exiger qu'effectivement, pour le moins, les citoyens, les associations et les élus que nous sommes puissent être informés dès le départ du projet en cours et qu'on puisse intervenir en temps et en heure et ne pas découvrir dans la presse effectivement ce genre de projet. Donc voilà rapidement dit les éléments un peu constitutifs de ce que l'on vit au quotidien, nous, sur notre communauté des communes. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir. Et parce que, enfin, ce que vous donnez à voir aussi, c'est
ce système absurde. On vous demande votre avis avec ce pavé qui vous est envoyé et que vous mettez plusieurs heures à télécharger, avec des moments d'opacité aussi dans toute la procédure, cette zone qui change de lieu à un moment opportun pour permettre un projet. Et tout ça avec des intérêts économiques aussi qui sont présents et qui soutiennent et sous-tendent des projets comme ceux-là et comme d'autres partout en France. Ça me permet de faire la transition avec Eric Alt qui représente Anticor. Vous êtes magistrat et vous avez écrit un ouvrage alors, c'était Résister à la corruption. Et vous parlez d'un système de corruption dans cet ouvrage. Vous dites même qu'on est toutes et tous en fait les victimes de cette corruption. Moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que je crois que quand on parle de transparence, de lutte contre le secret des affaires, etc., parfois on se dit bon bah c'est toujours les mêmes qui se sentent lésés. En fait, c'est pas un sujet pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et je crois que pour pouvoir convaincre au-delà de nos rangs d'avertis, il faut qu'on puisse démontrer aussi que ce système-là, c'est un système qui est néfaste pour l'ensemble de la société. C'est ce que vous portez et c'est aussi la raison d'être d'Anticor. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, nous expliciter pourquoi est-ce qu'on en est tous victimes et comment est-ce que Anticor essaye aussi de nous défendre et puis quel bâton dans les roues vous avez pu avoir ces derniers temps? Merci pour votre invitation. Donc effectivement, c'était le message de cet ouvrage. Nous sommes tous, d'une certaine façon, victimes de la corruption. C'est pas une abstraction, c'est pas de l'argent qui s'évapore. Alors sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, je vais parler de certains exemples de jurisprudence. Je vais parler de ce que l'on fait à Anticor en matière d'intelligence artificielle pour lutter contre l'opacité. Et je vais vous rappeler quelques éléments de plaidoyer d'Anticor. Donc, je vais lancer les bouteilles à la mer en espérant qu'un jour ou l'autre, le législateur saura s'en emparer. Sur la jurisprudence, trois exemples. D'une part, vous vous souvenez peut-être de Implant Files, qui est Le Monde qui avait publié une enquête sur les dispositifs médicaux et sur les effets délétères de ces dispositifs médicaux. Donc ensuite, Le Monde est allé s'enquérir de la façon dont ces dispositifs étaient autorisés en France. Et il y a eu un refus au nom du secret des affaires de la CADA. Donc Le Monde est allé avec une quarantaine d'associations dont Anticor devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a fait la réponse suivante. Oui, on a la possibilité d'accéder aux autorisations de dispositifs médicaux par les sociétés françaises qui sont agréées pour cela, mais on n'a pas la possibilité de connaître les refus de ces sociétés. Autrement dit, ces sociétés se voient refuser en France l'autorisation, mais c'est un dispositif européen et donc pourraient être intéressés par le point de savoir, sur le point de savoir s'ils ne sont pas allés en Roumanie, en Bulgarie ou à Chypre pour avoir de la part d'autres sociétés des autorisations qui auront un effet sur l'ensemble du territoire européen et peut-être des autorisations délivrées dans des conditions moins exigeantes. Deuxième exemple, les fondations financées par des avantages fiscaux. En 2018, la Cour des comptes avait dit pour Louis Vuitton, pour la fondation Louis Vuitton, qui avait environ 510 milliards, 10 millions, pardon, 10 millions d'avantages fiscaux en 11 ans. Donc, on a demandé à la préfecture les documents de la fondation Louis Vuitton. Puis, on l'a demandé à la CADA. Le préfet refuse, demander à la CADA. Alors, la CADA nous refuse avec un concept un peu nouveau qui est celui de la vie privée des personnes morales. Donc, on est allé au Conseil d'État. Conseil d'État, nous avons eu partiellement gain de cause, mais le Conseil d'État a répondu la chose suivante. Quand il s'agit d'un avantage subventionné, on a droit à connaître la subvention. Mais quand il s'agit d'un crédit d'impôt, donc subvention indirecte, ce n'est pas possible. Là aussi, il y a peut-être des avantages, des avancées à imaginer sur la transparence de ce type d'avantages fiscaux. Et puis, dernier point, alors je ne répéterai pas ce qu'a dit
Raymond Avrier sur les autoroutes, mais j'indiquerai simplement la conclusion que j'en tire et que nous en tirons en Anticor. Je veux dire, est-ce qu'une suggestion réaliste ne serait pas de dire, lorsque la CADA autorise, rendons exécutoire la décision de la CADA, et si l'administration pense que la CADA a autorisé dans des conditions qui ne sont pas conformes au droit, à charge pour l'administration d'aller devant un tribunal administratif ou devant le Conseil d'État. Ça changerait un peu le rapport de force. Est-ce que c'est dans l'air du temps? On le verra, mais en tout cas, c'est une proposition qui est dans notre plaidoyer. Alors, sur l'ambition numérique d'Anticor, nous avons un petit data lab Anticor en nous disant l'intelligence artificielle peut être, par certains aspects, mise au service du citoyen. Donc, nous avons commencé avec une équipe de juristes et de data scientists adossés à l'ENS de Rennes, nous avons commencé à explorer les marchés publics. Alors, nous avons déjà des résultats assez intéressants, en sachant que ça ne permet pas de détecter la corruption, et ça permet de détecter des anomalies. Simplement, il faut que les DECP, c'est-à-dire les données essentielles de la commande publique, couvrent les transactions. Or, certaines collectivités ne remplissent pas les DECP. Alors, il y a un travail de pédagogie à faire, parce que je pense qu'il y a certaines collectivités où manifestement on n'a pas de soupçon de corruption et où ceci n'est pas rempli dans des conditions qui permettent à l'intelligence artificielle de brasser l'ensemble des données. Ensuite, certaines données sont incomplètes ou incohérentes. Les montants déclarés des marchés publics ne correspondent pas toujours au taux réel. Mais des avancées sont possibles sur ces marchés publics-là. Il y a quand même des rapports d'étonnement de nos équipes. C'est concernant les contrats cadres. Les contrats cadres, il y a des contrats subséquents et on n'a absolument pas la possibilité d'accéder aux contrats subséquents, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle ou d'ailleurs des supports papier, parce que nous avons demandé les contrats cadres au ministère de la Justice sur les opérations de communication avec le public au moment du grand rapport sur la réforme de la justice, et ça nous a été effectivement envoyé, et c'était à peu près de la façon, ça se présentait à peu près de la façon dont Raymond Avrier vous a démontré que pour les contrats de concession autoroutière. Donc là, il y a un vrai sujet sur les contrats cadres, et puis il y a aussi un vrai sujet sur l'UGAP. Là, effectivement, c'est secret, et l'UGAP n'est absolument pas disposé à collaborer avec qui que ce soit sur la transparence des tarifs et des marchés qui sont passés par l'UGAP. Puis il y a un deuxième projet qui est le projet des répertoires d'information publique. C'est un projet qui date de 2016, puisque nous sommes dans une république numérique depuis 2016. Simplement, si les collectivités locales doivent mettre à disposition du public des informations publiques, eh bien, il n'y a pas de décret qui définit la liste des informations publiques. Donc, en Anticor et avec l'équipe du Data Lab, nous avons listé un certain nombre d'informations que nous allons explorer avec l'intelligence artificielle et éventuellement, le cas échéant, demander du forme classique à des collectivités locales de tel ou tel document. Il y a des documents un peu sensibles, comme la liste des subventions aux associations, ou la grille des rémunérations des huiliers et des agents, ou les plus hautes rémunérations de la collectivité. Mais là aussi, peut-être qu'un texte réglementaire pourrait améliorer les choses. Et je terminerai par vous donner quelques éléments sur le plaidoyer d'Anticor. D'abord, évidemment, réformer le secret des affaires. À l'origine, nous étions au cœur d'une vaste coalition contre cette disposition législative, qui a d'ailleurs été bizarrement, introduite en droit français par une proposition de loi, que généralement ce sont des projets de loi. C'est le gouvernement qui en prend la responsabilité. Proposition de loi, donc copier-coller de la directive. On avait une marge de manœuvre, mais on a choisi copier-coller de la directive. Là, maintenant, on est avec cette directive. On peut imaginer de la réformer, mais au jour d'aujourd'hui, on peut d'abord restreindre la définition du secret aux seuls éléments dont la divulgation porterait atteinte à un avantage concurrentiel réel.
On peut renforcer la protection des journalistes et des lanceurs d'alerte. On peut exclure le caractère flou du potentiel commercial qui ouvre la porte à tous les abus. Et on pourrait dire que c'est le juge judiciaire et pas forcément le tribunal de commerce qui est destinataire des contentieux sur le secret des affaires, puisque une partie importante, pas toute, une partie importante du contentieux va devant les tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce ne sont pas, c'est pas leur formation que d'apprendre à faire un équilibre entre le secret des affaires et l'intérêt de la divulgation de certaines informations. Ce que sont, en revanche, certaines formations du tribunal judiciaire, notamment celles qui jugent les affaires de diffamation ou les affaires de dénigrement, oui, là, on est peut-être plus formé. Deuxième élément du plaidoyer d'Anticor, les procédures bâillons. Alors, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de décliner en droit français la directive sur les procédures bâillons. C'est une directive qui vaut essentiellement pour les procédures entre États. Et rien n'interdit de s'inspirer de cette directive pour avoir aussi que ça concerne aussi les procédures en droit interne et toutes les procédures en droit interne. Puis j'ajoute d'ailleurs qu'on a déjà une façon de lutter contre les procédures bâillons, c'est un article, le seul article peut-être intéressant de la loi sur le secret des affaires qui sanctionne les gens, les sociétés qui abusent de leurs droits pour finalement entamer des procédures qui n'auront jamais de fin ou qu'ils abandonneront la veille alors qu'elle est audiencée pour le lendemain. Tout ceci, effectivement, c'est beaucoup d'énergie pour la personne qui doit se défendre. J'ai l'exemple d'Audrey Vernon qui a parlé de Pierre Fabre et dans l'affaire de l'autoroute A69, diffamation. Alors, très probablement, c'est une humoriste, ça n'ira jamais jusqu'à son terme, mais diffamation. Et pour terminer, conclusion, donc protéger le bien commun, c'est une proposition d'un certain nombre de juristes, au nombre desquels Mireille Delmas-Marty, et de personnalités politiques en 2018, au moment où ils se sont interrogés sur la façon dont le Conseil constitutionnel faisait une grande part au droit de propriété, au droit à la vie privée, pour censurer des dispositions législatives comme la définition de l'abus fiscal, les mesures contre les paradis fiscaux, le reporting public le reporting pays par pays. Et ils ont dit effectivement qu'il faudrait peut-être inscrire dans la Constitution l'idée de bien commun, en définissant le bien commun, ce qui est aussi un enjeu juridique, mais qu'il faudrait équilibrer ça, car aujourd'hui, on a trop de dispositions qui permettent, notamment au Conseil constitutionnel, mais aussi aux juges, qui imposent aux juges de prendre en considération des intérêts privés par rapport à des intérêts publics. Et puis, je terminerai en rappelant que, comme pour Sherpa et Transparency International, mais plus encore il y a l'agrément. Nous avons été privés de notre agrément pendant 54 jours, sans motif, parce que vous savez, le juge administratif avait d'abord censuré, c'est vrai que l'agrément était très mal rédigé, donc ça a été censuré par le juge administratif, mais nous avons immédiatement redemandé un agrément. Et là, effectivement, le gouvernement n'a rien répondu. Ça a été censuré par le juge administratif. Nous avons même été indemnisés par le juge administratif, mais il n'en a pas moins qu'un certain nombre de procédures, pendant ce temps-là, n'ont pas pu être suivies, n'ont pas pu être entamées. Donc là aussi, peut-être que si un jour l'agrément pouvait être confié au défenseur des droits ou à la Haute Autorité de transparence de la vie publique, ce serait une excellente chose. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Votre agrément, c'est un des actes du gouvernement démissionnaire. Bon, voilà. Un des actes qu'on n'aurait pas peut-être voulu contester. Mais c'était intéressant que ça intervienne à une période où le gouvernement était C'était le dernier dernier jour. acte de... Exactement, le dernier acte de Gabriel Attal. Une heure avant son départ, Ouais. signé. Voilà. Et c'était peut-être d'ailleurs le coup de pied de l'âne, parce qu'on a compris qu'il y avait aussi des raisons politiques pour cela. Exactement. Et puisque vous le disiez,
On a le travail des élus, des individus, des associations dont Anticor, mais aussi Transparency International. Et c'est bien ce maillage aussi de l'ensemble de ces acteurs qui permettent d'aller chercher la multitude des affaires qui se présentent à vous, qui se présentent aux personnes qui vous interpellent. Kevin Gernier, vous travaillez à Transparency International France, qui est en place depuis 95, je crois que j'ai vérifié avant de venir. Et donc depuis 1995, votre plaidoyer, mais aussi votre action, c'est la lutte contre la corruption, mais bien évidemment son corollaire, la nécessité de transparence. Comment est-ce que, en tant qu'organisation, vous œuvrez pour cette transparence en soutien à des individus, et on en parlera aussi avec tout le travail que fait la maison des lanceurs d'alerte, mais comment est-ce que vous œuvrez pour cette transparence et comment est-ce que vous avez permis ou empêché des législations qui allaient justement protéger cette vie privée des personnes morales qui est franchement... voilà, enfin moi je connais, vous connaissez des personnes morales, vous allez dîner chez elles ou pas? Voilà. Alors, effectivement, on s'était opposé en 2018 à cette proposition de loi qui a transposé en droit français le secret des affaires. Dans cette grande coalition, il y avait quand même une pétition qui avait réuni 300 000 signatures à l'époque pour un sujet assez technique. C'est quand même bon signe. Ça veut dire que c'est des sujets qui mobilisent malgré bon, leur aspect un peu juridique et abscon. Pour préparer le colloque, je me suis replongé dans un compte-rendu, un rendez-vous que j'avais eu il y a 3 ans avec l'ancien président de la CADA. Et lors de ce rendez-vous, il nous avait dit le débat qu'il y a autour du secret des affaires, c'est un faux débat parce qu'en réalité, cette nouvelle notion juridique, elle n'a pas tant que ça changé la jurisprudence déjà existante. Je vais me permettre de lui répondre avec 3 ans de retard et en son absence, donc j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Parce qu'il, par ailleurs, il était tout à fait agacé également hein, de l'obstruction régulière des administrations à communiquer des éléments pour lesquels la jurisprudence était pour le coup très claire. Il a beaucoup fait pour écouler le contentieux, enfin le stock de saisine de la CADA. Mais sur ce point, bon, je pense qu'il avait un avis de juriste parce que, d'une part, je sais le démontrer, il y a quelques exemples que je vais citer qui montre que le secret des affaires, juridiquement, il a eu un impact culturel dans la façon dont les administrations et les organisations privées appréhendent ces questions de transparence. Et d'autre part, dans les statistiques, c'est une des raisons les plus avancées pour s'opposer à des communications de documents. Alors, les exemples qu'on a, nous, repérés, j'en ai trouvé un hier qui m'a doublement attristé. D'une part, parce que c'était une demande d'accès à documents administratifs qui a été formulée en 2022 par Hélène Derbyshire, qui est une militante bien connue du droit d'accès au niveau mondial, qui est décédée malheureusement l'année dernière. Et d'autre part, ça m'a attristé parce que la réponse que lui a fait le ministère de l'Agriculture à cette demande était particulièrement absurde. Donc je pense que ça lui ferait plaisir si on dénonçait cette absurdité. Donc en gros, elle demandait à l'époque, en 2022, la liste de tous les bénéficiaires des subventions agricoles au titre de la politique agricole commune. Sachant que le droit européen est très clair, ces listes sont publiées chaque année par les États membres, donc depuis 2010, à l'issue d'un combat qui a été homérique. Bon, désormais, il y a une obligation de publier ces documents, mais la loi européenne mentionne seulement qu'il faut les archiver uniquement pour les 2 dernières années. Et passé les 2 ans, les listes de subventions sont retirées des sites internet des ministères de l'Agriculture des États membres. Donc, elle voulait accéder aux données les plus anciennes. Et là, le ministère de l'Agriculture, sachant qu'il y avait déjà 11 États membres qui avaient accédé à sa demande sans aucun problème, et la France lui répond non, désolé, secret des affaires, puisque passé la période des 2 ans, nous, on se remet à appliquer le droit national et plus le droit européen. Et le droit national nous interdit de communiquer ces listes de bénéficiaires qu'on a déjà publiées par le passé, mais que du coup, on a retirées du site. C'est absurde parce qu'en plus, quand vous allez sur les archives de l'Internet, on retrouve facilement ces jeux de données qui sont toujours archivés sur la Wayback Machine. Donc, est-ce que les archives de l'Internet contreviennent au secret des affaires? Peut-être. Mais bon, ça illustre un peu, et derrière cette réponse juridique de l'administration, évidemment, il y a du politique. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2010, le ministère de l'Agriculture était politiquement très opposé à la publication de ces données qui sont essentielles pour détecter les systèmes de corruption qui peuvent se former à travers les bénéficiaires, quelques oligopoles qui se forment pour bénéficier des aides publiques agricoles. Et en Europe centrale, par exemple, il y a eu des cas massifs de corruption avec quelques oligarques qui a été détecté grâce à cette transparence.
Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui est assez significatif. On pourrait en citer un autre sur, on l'a dit, l'asymétrie qui existe aujourd'hui en France et qui est un choix politique, évidemment, entre la transparence remarquable qui est faite sur les aides à la presse, le sénateur Fabien Gall a mentionné ce matin, les aides aux associations, ça a été mentionné, là aussi il y a une transparence qui est remarquable et que l'administration est très capable de réaliser chaque année. Nous, on avait demandé il y a 2 ans la liste des montants attribués à des industries au titre de l'aide industrielle Industrie du futur, aide publique attribuée par Bercy. Et la CADA avait mis un avis défavorable pour secret des affaires, puisque alors, le raisonnement était un peu acrobatique. Selon elle, obtenir le montant précis de l'aide publique accordée à une entreprise au titre de cette aide permettait de retracer le montant privé de l'investissement consenti parce qu'il y avait une clé de répartition qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Bon, je pense que ça contredit quand même un peu ce que nous avait dit l'ancien président de la CADA sur le fait que ça n'avait rien changé juridiquement l'introduction du secret des affaires. Et surtout, maintenant statistiquement, et là ça devient intéressant, la CADA a fait un boulot de publication de ses avis qui est plutôt bien en open data. Depuis 80, ces avis émis depuis 1984 sont en partie publiés. Donc il y a 50 000 avis que vous pouvez consulter. Et donc je me suis amusé, j'ai retracé, j'ai retiré uniquement les avis qui étaient publiés depuis 2018, donc depuis l'entrée en vigueur de la proposition de loi secret des affaires en France. Et j'ai regardé, bon, bah, sur ces 6 000 avis qu'on retrouve, qui sont publiés, hein, c'est pas exhaustif, je pense, combien sont des refus de communication qui mentionnent le secret des affaires? Ben, il y en a 30%. J'en ai trouvé 2 000 sur 6 000. Alors, il y a peut-être des billets parce que je pense pas que la CADA publie tous les avis non plus. Donc, peut-être que voilà, il y a des billets dans ce chiffre-là à retravailler peut-être. Mais quand même, 30% d'avis défavorables. Alors, elle, CADA, la CADA appelle ça des avis favorables sous réserve du secret des affaires. Moi, j'appelle ça un avis défavorable. Bon, c'est une question de grammaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder parmi ces 2 000 avis qui utilisent défavorables, qui utilisent le secret des affaires, sur quel domaine ils portent. Bah, le premier domaine sur lequel portent ces avis, c'est le domaine des marchés publics. Il y a 500 avis rendus sur les 2 000 qui sont tagués marché public. Le deuxième domaine qui apparaît, donc 400 avis, donc 20% sur les 2 000 rendus sur ce motif secret des affaires, c'est le domaine de la sécurité sanitaire. C'est quand même inquiétant. On a les deux premiers domaines où le secret des affaires est le plus mentionné par la CADA. Le premier, marché public, comme son nom l'indique, on se demande pourquoi le secret des affaires est évoqué. Et sécurité sanitaire, bon, il y a quand même un intérêt public majeur pour qu'on ait accès aux données, par exemple sur le dossier des implant files, qui en était un exemple. Bon, tout ça pour dire que je ne pense pas que, contrairement à ce qui était affirmé par l'ancien président de la CADA, ça n'ait rien changé l'introduction de cette notion de secret des affaires. Culturellement, ça a encouragé les administrations et les organisations privées à cumuler les refus, à les multiplier, et statistiquement, bah, on voit que c'est quand même assez significatif. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Alors, nous, juridiquement, on n'est pas allé faire de travaux pour formuler des recommandations très précises. Par contre, il y a un travail qui peut être mené, c'est un travail bah, d'une part d'augmentation du coût politique qu'il y a pour les administrations à refuser de communiquer des documents. Malheureusement, aujourd'hui, quand on est un peu cynique et qu'on fait la balance entre le coût politique à refuser de communiquer un document et celui de le communiquer, bah, on arrive assez rapidement à la conclusion que ça coûte moins politiquement de refuser de communiquer le document parce qu'au pire, on aura fait un mécontent, une mécontente qui avait demandé le document. Il y aura un article de presse qui va mentionner ça, mais c'est dur de susciter un scandale sur un refus de communication, alors que sur un document publié, bah, s'il y a des choses à cacher, bah, là, le scandale peut être énorme et le coût politique peut être gigantesque. Donc, continuons de faire de dénoncer les administrations qui refusent de communiquer les documents pour des raisons jurisprudentielles totalement non justifiées. Et après, intéressons-nous aussi au lobby qui continue de demander aujourd'hui l'extension de ce secret des affaires. J'ai fait une recherche rapide sur le répertoire du lobbying en France avant de venir. En gros, on trouve au moins 2 entreprises qui, depuis ces dernières années, ont continué de faire du lobbying pour étendre le secret des affaires. On a Derichebourg Environnement. Bon, ils font des travaux publics. Déchets. Voilà, bon, ils déclarent avoir fait du lobbying pour étendre le secret des affaires. Et on a aussi Pernod Ricard sur la loi Egalim, pour une raison qui là m'échappe. Bon, au moins, ils ont explicitement indiqué qu'ils avaient fait du lobbying sur ces questions. C'est déjà ça. Et il y a sûrement beaucoup plus de lobbies qui veulent aujourd'hui étendre ce secret des affaires.
Montrons-les et continuons de dénoncer cet outil juridique qui est utilisé de façon abusive. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Et on peut applaudir tout le travail que fait Transparency aussi sur la question de la lutte contre la corruption et aussi la transparence des deniers publics dans les campagnes électorales. Je rends hommage à mon collègue Emmanuel Duplessis qui a fait une proposition de loi dans ce sens et dont vous parlez aussi. Alors, attention, chaise musicale. Est-ce que Élodie peut aller, pardon, vous pouvez aller à la place d'Éric? C'est un dispositif pour permettre à celles et ceux qui nous suivent en ligne de vous voir. Mais ils ont changé, hein. Et donc, pendant que vous finissez de vous installer, donc Élodie, vous êtes déléguée générale de la Maison des lanceurs d'alerte. Je crois qu'on l'a vu quand on affronte ce mur, le secret des affaires, ou bien tous les dispositifs de contournement de la transparence et des procédures bâillons dont on a parlé. Quand on est lanceur d'alerte ou quand on considère qu'à un moment donné, l'administration nous doit des comptes comme citoyens, c'est parfois des exercices solitaires, dangereux, il y a plusieurs associations, organisations, même syndicales, qui se sont unies pour créer cette maison depuis 2018 et qui est un bien public qu'on doit chérir, qu'on doit protéger. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de comment est-ce que vous accompagnez ces lanceurs d'alerte dans toutes les dimensions et peut-être quels sont les freins auxquels ils sont confrontés de manière, voilà, est-ce que c'est des freins financiers, juridiques, parfois des pressions psychologiques, parce que ça arrive aussi, moi je pense, et je ne trahis pas un secret, je pense à mon collègue Nicolas Thierry qui a porté une loi d'interdiction d'Epifas. Clairement, il a eu des pressions en tant que député pour avoir porté et succès cette proposition de loi. Et donc, quand on est député, on se dit qu'on est protégé, mais quand on est citoyen, heureusement que la maison existe. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup, mesdames les députées, de cette invitation. C'est important que la voix de la société civile, elle résonne aussi ici, notamment sur un sujet aussi important, que ce soit les collectifs citoyens, les associations et les lanceurs et lanceuses d'alerte également. Je voudrais peut-être commencer en rappelant ce que c'est qu'un lanceur ou une lanceuse d'alerte, puisque c'est un terme qui est utilisé très largement, et c'est plutôt aussi une bonne chose qu'elle ait une définition populaire, mais là aussi une définition juridique. Et peut-être globalement, on pourrait dire qu'un lanceur ou une lanceuse d'alerte, c'est un ou une professionnelle ou un ou une citoyen, citoyenne qui dans l'exercice de sa profession ou hors du cadre du travail, en tant que habitant d'une commune, par exemple, se retrouve témoin ou avant de faits délictueux de la part d'une entreprise, de la part d'une administration locale ou nationale, ou de n'importe quel tiers. Et ces faits dénoncés, ce sont, là c'est ce que nous dit aujourd'hui la loi, des crimes, des délits, des manquements à l'intérêt général ou des violations d'accords internationaux qui ont été signés par la France. Ces citoyens, citoyennes ou professionnels, ils et elles sont effectivement ne sont pas forcément des militants ou des militantes, des activistes ou des personnes qui ont un intérêt particulier ou qui se battent pour une cause au début, mais sont profondément révoltés par ce qu'ils constatent dans l'exercice de leur travail ou en tant, encore une fois, que citoyens et citoyennes. Et c'est cette injustice, c'est la gravité des faits qui sont dénoncés qui va les mener dans un combat qu'ils et elles n'ont pas choisi. Souvent, dans la majorité des cas, c'est les lanceurs et lanceuses d'alerte qui ne sont pas encore vont aller voir leur responsable hiérarchique, un comité éthique, un responsable qualité dans une entreprise et vont partager des faits qu'ils ont pour lesquels ils ont été témoins sans imaginer ce qui les attend, le combat judiciaire qui très souvent peut prendre une décennie de combat devant la justice, les impacts psychologiques
émotionnel, l'impact aussi sur notamment dans le cadre du travail, sur la carrière professionnelle. Donc souvent, on est face à des personnes qui vivent des faits de mise à l'écart, de refus de promotion, de harcèlement moral. Ça peut aller jusqu'à du licenciement. Et une ostracisation, voilà, des collègues qui ne parlent plus, enfin, j'ai parlé de harcèlement, et donc l'impact financier aussi que peut avoir un tel licenciement. Et le lanceur ou la lanceuse d'alerte, souvent, ne peut pas lâcher ce combat pour la vérité, à la fois pour lui ou pour elle, parce que il est victime d'une injustice alors que il ou elle a souhaité dénoncer des faits illégaux, mais aussi pour résoudre le fond de l'alerte. Puisqu'en fait, en attaquant le messager, on détourne aussi les yeux du message en tant que tel. Donc, face à cette situation, la Maison des lanceurs d'alerte a effectivement été créée en 2018 à l'initiative de plusieurs associations, dont Transparency International, Anticorps, Sherpa, qui étaient enfin, qui sont présentes aujourd'hui, mais aussi d'autres associations, notamment sur les enjeux environnementaux, par exemple, avec Greenpeace, L214, Bloom, France Nature Environnement. Et puis des syndicats aussi. Aujourd'hui, on a une grande partie des familles syndicales qui sont représentées au sein de la Maison des lanceurs d'alerte parce qu'elles portent aussi cet enjeu dans le monde du travail de pouvoir protéger celles et ceux qui œuvrent pour l'intérêt général. La Maison des lanceurs d'alerte, elle a accompagné plus de 450 lanceurs et lanceuses d'alerte depuis sa création en 2018. Et elle a aussi contribué, comme elle le pouvait, à l'élaboration de la loi Wasserman de 2022, qui est la loi de protection des lanceurs d'alerte, qui est le résultat de la transposition de la directive européenne de protection des lanceurs d'alerte en 2019. Et puis en droit français, on avait déjà la loi Sapin 2 de 2016 qui en trouvait la question de la protection des lanceurs et lanceuses d'alerte. Je voulais donner un petit exemple du travail qu'on mène et de quand des associations comme la nôtre, saisies par un lanceur d'alerte, avec aussi la collaboration avec des journalistes d'investigation, quand ce travail est mené, il peut déboucher sur des faits, sur des résultats importants, notamment un lanceur d'alerte salarié de l'entreprise Veolia qui nous a saisis fin 2023 pour un sujet de surfacturation de délégation de services publics, donc ça fait le lien avec notre sujet aujourd'hui, d'impact aussi d'un phénomène de pollution à un moment de météorologique assez important, avec impact très important pour la population qui vit sur place, et aussi des enjeux de mise en danger de la sécurité des employés sur place. Le lanceur d'alerte nous a saisis. Il a été... Enfin, il y a aussi des journalistes qui se sont intéressés à l'affaire, qui ont mené l'enquête, des associations locales aussi qui ont travaillé sur les questions d'environnement. La Cour des prud'hommes qui a été saisie de l'affaire, notamment parce qu'il y a eu un licenciement abusif du salarié, a reconnu le statut de lanceur d'alerte de ce salarié, mais cette cette audience et les enquêtes des journalistes sur place ont mené à l'ouverture d'une enquête judiciaire par le procureur et aussi par une enquête administrative par la communauté de communes sur les délégations de services publics. On attend le résultat de ces enquêtes, mais on voit déjà que travailler ensemble, ça permet d'aller un peu plus loin et aussi de permettre de faire connaître l'impact sur l'intérêt général et de faire déboucher sur des actions. Évidemment, l'entreprise concernée a fait appel de la décision, donc nous verrons la suite au moment de l'appel, mais on ne baisse pas les bras pour défendre ce lanceur d'alerte et sur justement les faits qui ont été dénoncés. Pour venir à notre sujet du jour sur le secret des affaires, alors il se trouve qu'en théorie, le secret des affaires, c'est est exclu de la loi de protection des lanceurs d'alerte. Enfin, c'est-à-dire qu'il est que la loi de protection est censée, en théorie, être appliquée et que le secret des affaires ne s'applique pas quand il s'agit de protection des lanceurs d'alerte. Alors, déjà, il faut
dans un premier temps, que le statut de lanceur d'alerte soit reconnu pour que le secret des affaires ne s'applique pas. Ce qui est compliqué, nous, on le voit au quotidien. Alors, c'est un droit encore récent, puisque ça fait que 3 ans qu'il est réellement mis en application, en tout cas pour la loi Wasserman. Mais nous constatons aussi au sein de la Maison des lanceurs d'alerte plusieurs défaillances, notamment le fait que la loi en tant que telle n'est pas appliquée par des administrations qui sont censées la mettre en place, notamment, et ça a été souligné tout à l'heure par le témoignage de Rachid, sur le soutien psychologique et financier qui a été, et c'était une très bonne avancée, qui a reconnu, enfin, le législateur a reconnu la nécessité de ce soutien, enfin, de l'impact financier et psychologique sur les lanceurs et lanceuses d'alerte, a inscrit dans la loi la nécessité du soutien, mais ce soutien n'est absolument pas mis en place par les administrations qui devraient le mettre en place, par, selon leur dire, des manques de moyens financiers, pas de lignes budgétaires qui ont été allouées, mais aussi des manques légaux, puisqu'elles n'ont pas la capacité juridique de pouvoir mettre en place ces soutiens financiers et psychologiques. Et deuxièmement, on voit alors, il y a la jurisprudence ou la culture de la lettre doit se mettre en place au niveau des juridictions, mais on a encore très peu de jurisprudence qui reconnaissent le statut de lanceur d'alerte comme tel que l'a voulu le législateur. Donc il y a aussi une frilosité de la part des juges. Et deuxièmement, sur la question du secret des affaires dans le cas des lanceurs et lanceuses d'alerte, tout à l'heure justement le témoignage de Rachid montrait que ça reste de la théorie, mais que le secret des affaires peut être aussi évoqué dans des cas de lanceurs d'alerte reconnus. Si le secret des affaires est donc en théorie exclu, il y a d'autres secrets qui ne le sont pas, notamment le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre avocats et clients, ça c'est pour la loi Sapin 2, et la loi Wasserman a rajouté des nouveaux secrets, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction, et le secret professionnel de l'avocat et l'avocate. Donc on voit comment l'utilisation de ces secrets limite aussi l'action, la capacité de parole des lanceurs et lanceuses d'alerte. Je voudrais aussi réaffirmer la nécessité, parce que ça n'avait pas été pas mal évoqué, de la question des procédures bâillons. Mais pour nous, c'est le grand défi là, qui arrive en ce qui nous concerne. Voilà, on a une transposition de la directive européenne. On voit de plus en plus de procédures abusives en l'encontre des ONG, des journalistes, mais aussi de lanceurs et de lanceuses d'alerte. Et donc, peut-être que aussi, il faut préciser à quel point, contrairement à des ONG, à des journalistes qui, même s'ils sont indépendants, ont la profession aussi derrière elles et eux. Les lanceurs d'alerte sont des personnes qui sont, encore une fois, isolées. Elles se retrouvent seules. Et donc, voilà, nous sommes une petite association pour pouvoir les défendre. Nous ne pouvons pas être derrière chaque lanceur et lanceuse d'alerte pour pouvoir porter leur sujet. Et donc, nous-mêmes, nous avons une petite équipe de juristes, donc pouvoir défendre chaque procédure abusive, alors que certains lanceurs et lanceuses d'alerte croulent sous des, parfois... on peut aller jusqu'à une dizaine de procédures en justice. Voilà, il est extrêmement nécessaire que on puisse se positionner de manière ambitieuse et que cette transposition de la directive de lutte contre les procédures bâillons soit transposée de manière ambitieuse. Notamment parce que la question du secret des affaires, elle est utilisée pour le coup dans les procédures bâillons, même si elle n'est pas appliquée au début de la procédure des lanceurs et lanceuses d'alerte. Je finis peut-être par dire que le temps de la justice est très long, mais derrière, ce sont des humains, en fait, ce sont des personnes dont la vie est impactée par la durée de ces procédures en justice. Je pense que vous l'avez compris par mon propos et par le témoignage de Rachid tout à l'heure, la protection des lanceurs d'alerte, elle est encore aujourd'hui très très faible, notamment parce que c'est une protection a posteriori.
Donc, une fois que toutes les représailles, les procédures abusives ont été lancées, et donc il y a un enjeu à prendre en compte cette dimension humaine et à pouvoir faire davantage pour que la protection se fasse a priori, parce que nous avons besoin, dans une démocratie, d'entendre des associations, des collectifs citoyens, des journalistes, des syndicats, mais nous avons aussi besoin d'entendre des lanceurs et des lanceuses d'alerte, des personnes seules dans l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui qui dénoncent, qui alertent sur les dérives et les défaillances de notre société, de notre démocratie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe le micro pour un temps de questions-réponses. Alors, j'en ai vu trois. Qu'est-ce que vous posez les trois questions et comme ça, après, vous pouvez répondre en enchaînant, s'il y a trois. Euh, donc, merci pour les interventions. Donc, c'est intéressant. Il y a pas que. Avant même de bénéficier d'un quelconque statut de lanceur d'alerte, on peut avoir des difficultés financières de l'engagement militant qu'on a. Enfin, c'est vraiment compliqué parce que souvent, on passe des nuits à enquêter, justement, à essayer de trouver. Et justement, il y a 2 ans, on a tiré des fils avec certains membres du collectif, dont Johan qui va intervenir tout à l'heure aussi. Euh, et on est tombé sur quelque chose, enfin ça a parlé des lobbies tout à l'heure, on est tombé sur un institut qui s'appelle l'Institut de la gestion déléguée. Et voilà, donc on aimerait bien avoir, enfin c'est une sorte de lobby institutionnalisé, donc voilà, si les intervenants peuvent nous en dire quelques mots, c'est intéressant parce que c'est catastrophique. Merci. Moi, la question s'adresse plutôt à vous, représentants de la nation, députés. Euh, Premièrement, ces alertes ont, euh, ont eu pour but de défendre l'intérêt général. Je fais aussi partie d'un collectif de lanceurs d'alerte et on a des professionnels de santé qui ont dénoncé des mutilations. On a à travers la maison de lanceurs d'alerte, des échanges que j'ai pu avoir, des personnes qui ont dénoncé des énormes scandales sanitaires. Dernièrement, il y a eu notamment l'affaire Nestlé qui aurait pu être évitée si on avait simplement écouté cette lanceuse d'alerte qui occupait des très hautes fonctions dans la sécurité sanitaire. Et pour beaucoup de lanceurs d'alerte, on a l'impression d'être les kamikazes de la société. On a parlé, on s'est fait éclater, et aujourd'hui, on est sacrifié, et tout le monde détourne le regard. Euh, Elodie en a parlé, c'est le soutien financier. Pour moi, aujourd'hui, qui donc suis éloigné du marché du travail depuis pratiquement 3 ans, clairement, je suis grillé pour retrouver un travail parce que bah, un employeur va contacter mon ancien employeur en particulier. Donc là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, il y a quelques temps, il y a eu une affaire triste, mais en tout cas très médiatique, c'est l'affaire Betaram. On leur a trouvé de l'argent assez rapidement parce que ça a engagé des personnes du gouvernement. Et donc aujourd'hui, ma question, elle se dirige auprès de vous, c'est quels sont vos leviers justement pour nous aider, pour nous accompagner? Je viens pas faire la manche, mais en tout cas, comprenez que bah, la situation est dure, qu'il y a des procédures juridiques à payer. Il faut payer son loyer, il faut tout payer. Les prestations sociales, bah, à la base, nous, on travaillait, on a bien agi et on se retrouve complètement abandonné. Donc voilà, ma question était à vous. Bonjour, Johan du collectif La Voix est libre. J'avais une question pour Raymond Avrilier. Quand vous avez fait le recours en 2015, que vous êtes intéressé à ce protocole d'accord avec le ministère de l'économie sur les sociétés autoroutières, est-ce que vous aviez été informé qu'au même moment, des deux promoteurs autoroutiers, Fayat et NGE, qui étaient des petits promoteurs à cette époque-là,
qui commençait à prendre le marché, d'ailleurs, Monsieur Raymond Girardi, de l'autoroute Atlante. Il venait de réaliser un tout petit bout aussi d'autoroute RN88 ancienne, là-haut, en Bretagne. Euh, Ils ont fait un recours gracieux au Conseil d'État en 2015 contre le ministre de l'économie, Emmanuel Macron de l'époque, en disant qu'ils étaient lésés pour obtenir des nouveaux marchés, pour faire des futures concessions autoroutières. Et, et ce recours-là n'est arrivé à rien. On trouve aucune info là-dessus. Et d'un seul coup, bon, a pas trop à augmenter son chiffre d'affaires, mais NGE, c'est impressionnant. Aujourd'hui, ben, ils font la LGV, par exemple. Ils sont passés de cette époque-là à moins d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Et donc maintenant, en 7 ans, 8 ans, ils sont passés à 6,5 milliards. Voilà. Je vous laisse répondre aux deux questions. Je réponds très rapidement à celle qui nous est adressée. Il y a deux leviers pour moi. Le premier, et c'est un peu ce que Elodina se disait, c'était le fait d'avoir des budgets pour les associations qui peuvent vous aider pour pouvoir faire face aux coûts que représentent les procédures judiciaires, juridiques que vous faites, mais aussi protéger vos emplois. Ça, c'est le deuxième levier. Donc, c'est la question des budgets, mais aussi protéger vos emplois et donc renforcer le code du travail, notamment pour que lorsque des salariés s'engagent dans ce soit un peu comme on a des salariés protégés en raison de leur engagement syndical, on pourrait imaginer un parallèle, je le réfléchis à haute voix avec vous, mais on pourrait imaginer des parallèles aussi là-dessus. Enfin, le troisième point, c'est le levier politique. Et celui-là, moi je le dis d'autant plus que en fait, comme le témoignage de Nicolas Thierry, moi je préside une asso qui a été fondée par des écolos il y a 10 ans, c'est pas le plus important, mais on a déposé plainte contre Jordan Bardella parce qu'il est toujours pas inquiété sur les histoires d'emplois fictifs et de détournement de fonds publics, parce que le montant de son détournement serait de 10 000 euros. Et donc, en fait, le Parlement européen ne s'intéresse pas à ces montants-là, donc n'a pas transmis son cas. Mais en fait, on peut lier quand même son affaire, et à chaque fois que je le répète, et parce que je suis parlementaire, bah, du coup, j'ai pas les questions de diffamation, etc., qui peuvent. Enfin, moi, j'ai un droit de parole un peu plus important que, que vous, notamment quand je les prononce dans l'hémicycle. Et enfin, j'ai déposé plainte contre le directeur de la législation fiscale, qui, à mon avis, est le bras armé du lobby bancaire et de Airbnb, puisque c'est des affaires de non-application de la loi fiscale. Mais ça, je le fais tranquillement parce que je suis parlementaire. Et c'est pas normal, mais en fait, on peut être des alliés. Dans le sens où nous, on peut récupérer aussi une partie de la charge, notamment d'enquête, d'interpellation, etc., que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul avec la société civile. Et c'est bien cette coordination entre les journalistes d'investigation, les associations et les élus qui s'intéressent à ces sujets, de pouvoir pousser ensemble pour que, en fait, dernier point, eh ben, que vous ne soyez pas grillés par le marché du travail, parce que votre parole, elle est crédible, parce qu'elle est soutenue par des associations, journalistes et élus. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Christine, et après, à vous pour les réponses aussi de conclusion, parce qu'on dit qu'il faut que vous déjeuniez avant de passer à la deuxième partie. Oui, bien, on organise des colloques comme celui d'aujourd'hui, par exemple, pour sensibiliser la communauté qui nous écoute par Internet ou vous-même à ces sujets-là. Parce que la vraie question, c'est qu'en fait, on se retrouve, et vous l'avez fort bien dit, avec des kamikazes qui se retrouvent seuls face à la dénonciation qui est faite et qui se retrouvent parfois abandonnés parce que bon, vous avez eu recours à cette association, mais d'autres se retrouvent complètement isolés et encore davantage que vous ne l'êtes. Et que par rapport au marché du travail, ensuite, évidemment, c'est extrêmement difficile. Et puis, on essaie de changer la loi. Alors, le rôle du député, c'est de voter la loi. Alors, il ne vous a pas échappé qu'on est dans l'opposition, donc bon, c'est rare que ça passe, mais enfin, en tout cas, on se prépare à y être pour que ça passe vraiment.
Et puis c'est un rôle constitutionnel de faire le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Et il faut bien reconnaître, alors moi, c'était ma grande surprise depuis que je suis député, c'est que certains députés, enfin une majorité de députés, n'ont pas du tout ça en tête, qu'ils ont un rôle d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Par exemple, le travail qui a été fait par Fabien Gay, des 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises, c'est pas dire qu'il faut supprimer 211 milliards d'aides, parce que peut-être au milieu, il y en a certaines qui sont justifiées. Mais par contre, il est incroyable qu'il ait fallu une enquête parlementaire, enfin là du Sénat, pour arriver à agréger le montant qui devrait être connu de toutes et tous sur ce sujet-là par rapport aux aides dont disposent les entreprises. Et il vous a dit qu'effectivement, ça avait été très compliqué. De la même façon, contrôle et évaluation des politiques publiques, je reprends l'exemple de la 69, eh bien, la 69, c'est un dossier sur lequel de nombreux députés ou de nombreuses personnes avaient agi. Mais en fait, le secret des affaires, il peut être opposé également aux députés. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à notre rôle constitutionnel de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Et pourquoi moi ai-je eu accès à l'ensemble du dossier? Je vous en parlerai plus longuement cet après-midi et je vous montrerai effectivement le avant-après. Eh bien parce que je dispose de prérogatives particulières en tant que rapporteur du rapport spécial transport de la Commission des finances. Et du coup, le secret des affaires ne peut pas m'être opposé. Donc, on va travailler, on va poursuivre là, Raymond. Ne peut pas m'être opposé. Mais c'est parce que j'ai une prérogative spécifique liée à cette mission que j'ai au niveau de la Commission des finances. Mais sinon, le secret des affaires peut être opposé aux députés. Juste pour terminer, puisqu'on va en reparler cet après-midi, je travaille en ce moment sur la question des aéroports régionaux et notamment des contrats mercatiques avec des sociétés low cost, enfin, etc., des subventions régionales et tout et tout. Et j'ai auditionné certains gestionnaires d'aéroports et quand je leur ai posé la question, ils m'ont répondu: «Oh non, mais secret des affaires». Je dis: «Mais attendez, là, stop, on s'arrête». Vous ne pouvez pas m'opposer le secret des affaires. Bon, bref, ils ont découvert apparemment le sujet. Mais là, j'ai demandé à auditionner 3 aéroports spécifiques. Ils m'ont répondu qu'ils ne venaient pas à mes auditions. Et donc, je leur ai répondu qu'en réalité, s'ils ne venaient pas, c'est moi qui allais venir vers eux et chez eux pour prendre et me saisir des documents qui étaient... ils devaient me communiquer. Donc, vous voyez jusqu'où aujourd'hui le secret des affaires est utilisé de façon extrêmement large et abusive par tout un tas d'acteurs économiques qui se réfugient derrière le secret des affaires. Et justement, la proposition qui est faite de ce qu'à partir du moment où la CADA a donné un avis favorable, c'est celui qui refuse de mettre en œuvre la CADA qui devrait prouver que ça ne rentre pas ou ça rentre dans le secret des affaires, parce qu'au bout du compte, maintenant, qu'est-ce que c'est que le secret des affaires? On se pose la question juridiquement, qu'est-ce que c'est que le secret des affaires? Parce que quand on lit la directive et sa déclinaison au niveau national, qui est déclinée, de mon point de vue, de façon plus large que la directive européenne, mais on en reparlera parce que du coup, vous m'avez dit que c'était décliné à l'identique. Pour moi, c'est décliné plus large, notamment par rapport à la commande publique. Eh bien, effectivement, on s'interroge, qu'est-ce que c'est le secret des affaires? Donc, il va falloir les arrêter, quoi, là, maintenant, stop. Il y avait d'autres questions? Rapidement sur l'IGD, Institut de la gestion déléguée. C'est un lobby qui en fait est l'Institut pour la gestion déléguée, qui promeut. Et donc, pour vous donner l'exemple, le président était le président des structures gérant le Lyon-Turin, la deuxième ligne de Lyon-Turin. Et sur ce dossier, il était à la fois président de l'IGD et président de Lyon-Turin Ferroviaire, qui a changé de nom. Et dans les milliards accordés à ce projet, pour lequel il avait fait le lobby, voilà le rapport que nous avons obtenu du financement européen sur ce dossier. Là, etc., etc. C'est-à-dire que, alors comment ont-ils fait ça? Il faut vous révéler quelque chose.
c'est sur le site du Conseil d'État. La commission de déontologie, ça s'appelle le Conseil de déontologie ou un nom comme ça, de la juridiction administrative, a été obligée d'intégrer un avis pour mettre fin à la réunion que nous avions découverte, qui était une réunion entre les conseillers d'État et l'IGD. IGD, parmi les responsables de l'IGD, figurait un conseiller d'État, mais aussi des directeurs d'administration centrale. C'est-à-dire qu'on est dans un système à ce niveau où l'opacité est y compris sur la manière dont se gère le lobbying à l'intérieur de la fondation. Car ils ont politique de fondation pour une raison assez simple, c'est que les cotisations des entreprises dans une fondation ne sont pas soumises à un droit de regard quelconque. Et y compris les cotisations, par exemple, du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à la fondation La Transalpine, qui est chargée du lobby sur le Lyon-Turin. Cette cotisation n'est pas une subvention et donc elle ne figure pas, elle ne permet pas d'accéder aux documents de gestion, ne serait-ce qu'aux comptes de l'IGD. Les comptes de l'IGD, lobby, sont secrets. Deuxième élément, sur les suites qui consistent à faire des recours, ce qui a été le cas d'un certain nombre de concurrents à la suite du protocole d'accord Macron-Royal avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes du 9 avril 2015. Il y a eu des recours sur les avenants au contrat de concession. Ils ont été rejetés et nous y avons, y compris un certain nombre de militants et d'associations, participé au motif que dans ce cadre-là, les modifications gardaient l'équilibre des contrats et que surtout, nous étions tiers au contrat, car il n'y a pas que le secret des affaires, il y a le fait que les contrats entre autorités publiques et concessionnaires, partenariats public-privé, délégataires de services publics, le tiers au contrat ne peut attaquer que les clauses réglementaires du contrat et pas l'économie du contrat. Si on devait changer les choses. Dans un premier temps, il y a vraiment un enjeu d'application de la loi. C'est vrai que c'est assez déroutant de se dire que des lois sont votées et elles ne sont pas appliquées. Voilà. Il y a aussi donc j'en ai parlé, mais l'application de la loi par la justice, mais aussi, et là ça rejoint ce qui se vit au niveau de la 69, c'est des décisions de justice qui ne sont pas appliquées elles-mêmes. Je pense au cas d'un lanceur d'alerte dans une commune qui a dénoncé des faits importants de corruption du maire en place. Par 2 fois, le juge a reconnu le statut de lanceur d'alerte de cette personne qui travaillait à la mairie, qui a signifié sa réintégration et dont le maire non seulement n'a pas respecté la décision de justice, mais en plus a, par voie de presse, largement commenté le fait qu'il ne serait pas réintégré. Donc on a quand même un souci important au niveau de l'application de la loi. Et je voulais juste aussi conclure par, en tout cas de mon côté, par un mot qui est peut-être pas très encourageant, mais c'est vrai que la situation des lanceurs et lanceuses d'alerte aujourd'hui, elle est assez catastrophique dans l'application de la loi et dans ce qu'ils et elles vivent au quotidien. Mais la situation politique aujourd'hui nous fait craindre encore plus de recul sur la protection des droits et nous inquiète aussi particulièrement dans notre capacité en tant qu'acteur associatif à pouvoir continuer à mener
ce combat, dans notre cadre de protection, mais aussi de travail sur le fond des alertes, que ce soit sur les enjeux de lutte contre la corruption, lutte contre les atteintes environnementales ou les risques sanitaires, etc., etc. Et je pense que c'est là où on a aussi besoin dire d'une force d'opposition ou en tout cas de pouvoir avoir des élus qui nous soutiennent et qui œuvrent au maximum pour la protection de nos droits et notre capacité d'agir collectivement. Et faire en sorte que les affaires publiques soient publiques. Oui, la question donc pour Monsieur Avrier sur le courrier dont vous parliez tout à l'heure du ministre qui indiquait clairement noir sur blanc qu'il n'y avait pas de documents en fait de disponibles et que finalement après coup vous aviez pu recevoir des documents. Donc ces documents existent, donc le courrier était mensonger. Est-ce qu'il existe des recours contre ça? Parce que c'est quand même énorme, c'est un ministre quand même qui signe le courrier ou quelqu'un pour ordre du Écoutez, ministre. ça serait bien qu'il y ait des journalistes qui se renseignent. Il y en a un qui est dans la salle qui avait soulevé publiquement ce fait, c'est-à-dire qu'il y a une instruction, pas une instruction, une enquête préliminaire en cours pour faux contre X, mais en l'occurrence, le X, il n'est pas occulté là, euh, où on est l'enquête préliminaire. Oui, Tant oui. qu'une enquête préliminaire n'est pas classée sans suite, on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Donc, ça serait bien, ou peut-être qu'une députée demande au, à la- au ministre, au ministre de la Justice. Non, mais je vous remercie. Merci encore, Christine. Je crois que c'est rendez-vous 14 h ici pour la deuxième partie. Donc, revenez. Et merci à tous ceux qui nous suivent avec le webinaire. On vous souhaite bon appétit et on se retrouve tout à l'heure à 14 heures dans cette même salle et avec le webinaire également. Au revoir et à tout à l'heure.